Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les fidèles chrétiens célèbrent la 15 août où l'élévation de la Vierge Marie au ciel, une célébration marquée par des prières et des processions qui mobilisent au-delà des cercles religieux comme à Dissine dans le Yoba. Les Maliens retiennent leur souffle. Les résultats de la présidentielle de dimanche dernier devraient être connus aujourd'hui ou demain. Les observateurs internationaux comme l'Union européenne ont estimé que le scrutin a été transparent. Le développement de tous ces titres à présent, la 15 août, c'est l'Assomption, une fête qui marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Les fidèles catholiques célèbrent cette fête à travers des prières et processions. S'il y a une localité où l'Assomption connaît de grands moments de ferveur religieuse, c'est bien Dissine, dans le sud-ouest. Chaque année, des milliers de fidèles convergent vers la ville pour la célébration de la 15 août. Reportage à quelques heures de la fête avec Madou Ouedraogo et Amidou Kipsinana. Dissine en effervescence, nous sommes à jour J-1 de la messe d'action de grâce, célébrée le 15 août, jour de la fête de l'Assomption. À bord de minicar ou par covoiturage, elles sont nombreuses les familles qui arrivent des villes de l'intérieur. Venu pour la préparatif de 15 août, une fête de chaque année que tout le monde fait. C'est ma deuxième fois parce que c'est très intéressant, le fait que tout le monde soit ensemble, on part à l'église, après l'église on continue la fête dans les maquis. Je suis venu de Bobo Dioulasso. S'il plaît à Dieu, la fête de cette année sera la meilleure. Ce sera une véritable réjouissance. C'est l'occasion de manger, boire et retrouver nos copains et copines. Dans les artères de la ville, des femmes battent le pavé. C'est le retour de la Vierge pèlerine à quelques heures de la célébration eucharistique. L'un des temps forts de cette fête consacrée à la Vierge Marie, la rue marchande attire des jeunes commerçants. Tous comptent faire de bonnes affaires. Moi, c'est ma première fois de venir. On m'a dit que non, que si tu viens, en tout cas, ça va. Bon, au retour, tu peux avoir quelque chose et puis repartir. Mais en tout cas, bon, cette fois-ci-là, c'est mou de... Yeah, je n'ai rien eu. Même 1000 francs, je n'ai rien eu. Aujourd'hui, ça va. Ça va. La ville compte de nombreux débits de boissons où les décibels montent. On laisse éclater sa joie à l'occasion des retrouvailles. Les échos de l'Assomption à Dissine et à Ouaga, particulièrement à Yagma, au cours de nos prochaines éditions. Une rencontre pour lancer les stratégies de mise en œuvre du projet de lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina. Elle s'est tenue hier à l'initiative de la FAO qui entend répondre aux difficultés alimentaires en hausse ces dernières années. 3 régions du Burkina, le Nord, le Centre-Nord et l'Est, sont concernées par ce projet de plusieurs milliards de francs CFA. Yacouba Gamene, Oumar Zombré. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, lance officiellement son programme d'assistance alimentaire aux ménages vulnérables. Cette aide est répartie entre les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est, des régions qui sont les plus touchées par la crise alimentaire. Suite justement au facteur de risque qu'a connu la campagne de production agro-pastorale 2017-2018, nous avons enregistré un déficit brut céréalier de 477 000 tonnes. Ce déficit, c'est très important, très significatif, qui a amené près de 2 millions d'habitants dans une situation très très difficile. C'est pour cela que la FAO justement a choisi les 3 régions où il y a vraiment une concentration des populations victimes de cette situation pour intervenir. Dans la mise en œuvre de ce programme, la FAO est appuyée par des partenaires techniques et financiers, dont les coopérations suisses et suédoise. La coopération suédoise est présente au Burkina depuis une quinzaine d'années. Vu la crise alimentaire aiguë au nord et à l'est du pays, la Suède a senti la nécessité de venir en appui. C'est un appui d'urgence, c'est vrai, aux ménages vulnérables, mais c'est aussi un appui pour renforcer la capacité de ces ménages de produire eux-mêmes la nourriture dont ils ont besoin. Ce sont au total 7 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ce programme d'assistance alimentaire. 23 300 ménages sont concernés par cette opération.
Des équipements agricoles pour les producteurs du Centre-Nord. Ils ont été remis hier à Kaya par l'Agence turque de coopération et de développement à travers l'Organisation pour le secours humanitaire au Burkina, composée de 250 charrues, ce dont va contribuer à augmenter les capacités de production des agriculteurs burkinabés. Le coût total de cet appui est estimé à plus de 6 millions de francs. Issa Kafando Olopoda. C'est une coopération nord-sud qui s'exprime ici à Kaya, capitale de la région du centre-nord. 250 charrues à attraction asine pour booster la productivité agricole. Dans cette partie du Burkina, les amis turcs veulent ainsi aider les producteurs des 28 communes de la région à réduire la pénibilité de leur travail, mais aussi à améliorer leur capacité de production. Les charrues nous permettront de produire au moins 3 fois plus que la daba. Et je pense qu'elles réduiront nos peines et contribueront à améliorer nos rendements afin de nous sortir de la pauvreté. Dans les PNDS, il est visé la sécurité alimentaire et ces gestes-là vont contribuer donc à atteindre cet objectif et pour le bonheur donc de notre population. Estimé à 6 250 000 francs CFA, ce don est rendu possible grâce à l'Agence turque de coopération et de développement Chika à travers l'Organisation pour le secours humanitaire. Des structures qui entendent accompagner la région à venir à bout du déficit céréalier constaté ces dernières années. Ce soutien en équipement agricole est l'expression de notre volonté de renforcer l'amitié déjà existante entre le Burkina et la Turquie, et nous envisageons investir dans les domaines de l'agriculture et de la jeunesse pour le développement de cette région. Notre ONG travaille avec la Turquie depuis 2002. Nous sommes en partenariat et depuis là, ils travaillent dans plusieurs domaines. Donc je pense que pour l'avenir, je pense qu'il y aura beaucoup de projets ensemble. Unis et solidaires, les deux parties affichent leur engagement à entretenir cette coopération naissante afin qu'elle grandisse et produise des fruits en abondance au profit des populations. La campagne nationale de reforestation étant lancée, place maintenant à des opérations ciblées. Le ministre de l'Environnement a procédé hier à Guiba, dans le centre-sud, au lancement d'une opération de reboisement dans la région. Elle devrait contribuer à l'atteinte des objectifs de la campagne, à savoir plus de 6 millions de plants mis en terre. Reportage d'Aouda Ouattara, Adama Koulibaly. Le ministre en charge de l'environnement donne ici à Guiba, commune rurale de la région du centre-sud, le coup d'envoi de la campagne de reforestation 2018 au sein de son département. Partant du constat que les précédents reboisements ont enregistré un taux de succès de moins de 25%, cette campagne s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Cette année, nous avons une nouvelle vision du reboisement, parce que tout simplement, nous avons fait un constat. Nous mettons les arbres en terre, mais en termes de taux de réussite, nous sommes inférieurs à 20%. Après analyse, nous avons adopté pour cette année que d'abord que les sites soient un site sécurisé. Ensuite, les espèces à mettre en terre doivent correspondre aux besoins des populations. Bien sûr, sans protection, il n'y a pas de vie. Et alors, il faut accompagner ce reboisement par la protection et le suivi. Plantons et entretenons les arbres pour contribuer à l'accroissement de la production agro-silvopastorale est le thème de cette année. Une vision partagée par le conseil municipal de Guiba en accordant ce site de reboisement de près de 20 hectares. Ici, vous trouverez qu'il y a des espèces qui n'existaient pas et nous avons été amenés au fil des ans à convoquer d'autres espèces pour enrichir. Mais aussi, nous travaillons à faire en sorte que ça soit aussi comme un site qui servirait d'école. Et là, nous travaillons pour l'éducation environnementale et botanique pour les jeunes scolarisés. N'oublions pas qu'au centre-sud, ici, il y a beaucoup de tradis praticiens et nous travaillons aussi à faire en sorte que ça soit une pépinière pour qu'on puisse vraiment trouver des espèces rares. Mais aussi et surtout, il faut créer de la richesse pour la commune parce qu'avec les produits que nous pouvons retirer ici, ça peut être génératrice de revenus. En outre, la commune a reçu du matériel pour la protection du site et aussi pour l'assainissement du cadre de vie des populations.
Tous ces plants et bien d'autres exotiques peuvent pousser en cette saison des pluies dans de grands espaces ou dans des domiciles grâce souvent aux pépiniéristes. Ces hommes entretiennent toute l'année des plants qu'ils mettent à la disposition d'une clientèle toujours exigeante. Quels sont les plants les plus prisés et quel coût pour ces arbres? Autant d'interrogations qui trouvent des réponses dans ce sujet. Maxime Zongo. Nous sommes ici aux abords du barrage numéro 3 de Tang et tout le long de cette retenue d'eau est occupée par des pépiniéristes qui, en ce mois d'août, font de bonnes affaires. Aujourd'hui, Pascal Sedogo s'active à livrer des plants. Pour lui, il y a de quoi se frotter les mains en cette période. Comme il pleut bien, les plantes s'achètent, les arbres fruitiers, les fleurs, ceux qui ont des aménagements dans leur cours à faire et tout. Donc vraiment, pour le moment, on se débrouille pas mal. Les plants les plus prisés en ces temps de forte pluie, les arbres fruitiers. Il y a les goyaviers, les manguiers. Bon, il y en a qui préfèrent les bananiers pour ceux qui ont l'eau aux côtes des barrages et tout là. Donc, bon, il y en a qui préfèrent aussi les pommes du Sahel, le mougna greffé là. Pour son voisin Francis Sakandé, le marché des plantes cette année est relativement morose. Cependant, il parvient à vendre une quarantaine de pieds par jour. Moi, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Nous, on dit les gens qui n'ont pas venu payer des plantes pour planter. Quoi. Sinon, essentiellement, il n'y a pas de marché. Ça va un peu. Comme il n'y a pas beaucoup de pluie, là, les gens ne veulent pas payer des plantes pour planter. Ça, nous, on dit de venir payer aussi. Partout, nous, on peut vendre 40 arbres comme ça. Mais combien faut-il débourser pour s'acheter un plant? Par exemple, il y a des plants que nous commandons depuis la Côte d'Ivoire ou le Togo. Il y a aussi des plantes qui coûtent une maudite somme ici. Par contre, l'araucaria, par exemple, à 1 mètre de taille, se vend entre 125 000 et 150 000 francs CFA, sinon plus ailleurs. Quant à l'arbre voyageur que vous voyez, je le vends entre 25 000 et 50 000 francs le pied. Si beaucoup s'intéressent aux arbres fruitiers, Inoussa Sakandé, lui, préfère les eucalyptus qui, de son avis, s'adaptent mieux à notre climat. Bon, ces espèces-là sont résistantes et s'adaptent à notre climat. Donc si à partir de ces mois-là, si on plante, dès le mois de septembre, ça prend. Et l'année prochaine, on a déjà des arbres qui ont poussé, qui peuvent résister à la longue saison sèche. D'une manière générale, au niveau des pépinières, aux alentours des barrages de Tanguin, les clients ne se bousculent pas. Tout compte fait, les pépiniéristes espèrent rattraper le manque à gagner. Les nouveaux bacheliers attendent maintenant la rentrée pour prendre place dans les amphithéâtres. Au nombre de ceux-ci, Elijah Savadogo, qui a obtenu à l'âge de 18 ans son bac D avec une moyenne de 18,13 pour 13. Elijah rêve de la Sorbonne en France où elle devrait faire des études en économie de développement. Le portrait de cette brillante élève avec Moussa Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Voici le visage de l'excellence au baccalauréat session de 2018. Il est celui de Christvi Elijah Sawadogo. Elle est la première, la meilleure de tous les bacheliers du Burkina Faso pour cette année scolaire 2017-2018. Et avec une moyenne de 18,13, obtenue au baccalauréat série D à l'âge de 18 ans, Elijah démontre bien qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je suis fière, mais vraiment dire que je suis fière de moi, bon, je me sens pas vraiment en fait et à la hauteur de ce. Je me dis ce sont mes parents, c'est Dieu, donc voilà, mais je suis contente en tout cas, je suis contente de ce que j'ai pu faire. Travail, humilité, persévérance et foi pour déplacer des montagnes. Voici ce qui caractérise la meilleure nationale. C'est difficile de parler de soi-même parce que bon, parler de son enfant, c'est un peu de soi-même, mais c'est une fille qui aime beaucoup communiquer, et échanger et comprendre. Elle me disait la dernière fois qu'on l'appelait à l'école, un de ses enseignants l'appelait Tanti Question. C'est une élève disciplinée, je crois que c'est ça le plus important.
Et elle était aussi très humble, toujours en train de vouloir mieux apprendre. Et elle écoutait les remarques des professeurs. Je crois que ce sont des qualités qui ont joué en sa faveur. La période scolaire, elle bosse à 95% du temps, même 98% du temps. Une fois, il y a un dimanche où elle est rentrée de l'église. Elle était tellement fatiguée, mais elle avait prévu de consacrer 30 minutes pour faire la sieste. Au final, elle a dormi, elle s'est réveillée à 23h. Elle était fâchée contre elle-même. Elle a dit qu'elle a perdu du temps bêtement à dormir en fait. Elijah rêvait grand, mais ses résultats sont au-delà de ses attentes. Meilleure du Burkina, il leur aura fallu du temps à elle et à son entourage pour le réaliser. Avant le bac, elle nous a demandé de prier parce que elle veut le bac avec 18 de moyenne. Et être la première du Burkina, ça nous a surpris vraiment. Quand les résultats sont sortis, là aussi je me disais, j'ai vu les 18,13 de moyenne, mais j'ai dit, si moi j'ai eu 18, c'est qu'il y a sûrement autres personnes qui ont eu peut-être 18,50 ou un truc comme ça. Mais moi la première, mais au fil du temps, je me suis rendu compte. Elijah, une fierté familiale et nationale aussi. Je suis vraiment contente de ce que Dieu a permis que ce soit notre fille, la première nationale, vraiment. Ça nous touche vraiment. Je la taquine et tout, donc je l'appelle, je lui dis que à partir de maintenant, je vais la mettre sur un piédestal, c'est une craque et tout. Je peux avoir des débats avec elle. Bon, Elijah, c'est Elijah et puis moi je suis de mon côté quoi. Pour l'après-baccalauréat, Elijah vise aussi plus haut. C'est la prestigieuse université de la Sorbonne en France qu'elle souhaite intégrer pour ses études en économie de développement. De rêve, ce que je voudrais faire, c'est l'économie de développement. Si moi, par exemple, je fais l'économie et que je crée, par exemple, une banque qui pourra aider les agriculteurs, qui pourra leur accorder des prêts, élargir l'horizon des prêts et tout ça, je me dis que ça pourra développer un peu ce secteur et par là développer d'autres secteurs en fait et développer le pays. Derrière donc cette fine silhouette et cette modestie sans nul autre pareil se cache bien. Jusque-là, Elisa Sawadougou a connu un parcours sans faille, avec pour refrain, avec Dieu et à cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle espère ici, le parcours qu'il lui reste à faire sera lui aussi couronné de succès. Félicitations Elijah et félicitations à notre confrère Sangré Etienne Sawadougou. Les Maliens devraient connaître aujourd'hui ou demain le nom du vainqueur de la présidentielle de dimanche dernier. Tour à tour, les observateurs internationaux se sont prononcés sur le déroulement du scrutin. Hier, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu ses conclusions. Pour l'UE, les exigences de transparence qu'elle avait réclamées pour le second tour ont été respectées par les autorités chargées de l'organisation de l'élection. Dont acte. Au Mali, 2 jours après le second tour de l'élection présidentielle, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu ses conclusions. Nous avons remarqué avec satisfaction que les autorités en charge de l'organisation des élections ont apporté des améliorations. C'est ainsi que les exigences de transparence exprimées depuis le premier tour par notre mission ont rencontré un écho partiellement favorable au niveau des autorités électorales. Si l'Union européenne et les Nations unies ont appelé au calme dans l'attente des résultats officiels, l'opposant Soumaïla Cissé a rejeté par avance les résultats. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair, et que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. De son côté, Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant et grandissime favori, a déjà revendiqué ce mardi une victoire confortable par la voix de son porte-parole. Le bilan de la tragédie de Gênes en Italie avec l'effondrement d'un viaduc s'alourdit. Les médias italiens parlent maintenant de 39 morts. Alors que la polémique fait rage sur la vétusté de l'ouvrage, les secours tentent de dégager des décombres d'éventuels survivants. Le pont de Morandi, qui s'est effondré hier, avait été construit dans les années 1960 et présentait selon de nombreux médias des déficiences. L'effondrement d'un pont à Gênes fait malheureusement partie d'une longue série de catastrophes, notamment en Italie. 9 mars 2017, un pont enjambant une autoroute près d'Ancône s'écroule. Un couple d'Italiens perd la vie. L'Italie, déjà meurtrie moins de 6 mois plus tôt. Cette fois, c'est entre Milan et Lecco que le drame se produit. Un mort
L'agence chargée de cette autoroute avait pourtant demandé la fermeture de ce tronçon. Cette année, en mars 2018, Miami a également été le théâtre d'un effondrement. L'ouvrage n'était pas encore ouvert au public, mais il se situait lui aussi au-dessus d'une autoroute. 6 personnes perdent la vie. En janvier, c'est en Colombie que l'accident a lieu, sur un pont à 65 km de Bogota. Alors que des ouvriers travaillent sur la structure, celle-ci s'effondre. 10 hommes meurent et le bilan aurait pu être bien plus lourd. Des dizaines d'autres travailleurs étaient en pause à cet instant. Toujours en Amérique du Sud, en 2014, le Brésil accueille la Coupe du Monde de football. Et c'est justement en plein mondial qu'une partie d'une bretelle en construction s'écroule à Belo Horizonte, une des villes hôtes de la Coupe du Monde. 2 personnes sont tuées. Enfin, tout le Portugal se souvient du 4 mars 2001, date de la tragédie d'Entre os Rios. Un vieux pont métallique inauguré en 1887 s'effondre au passage d'un autocar et de 2 voitures. 59 morts. Le ministre des Travaux publics démissionne dans la foulée. Un nouveau pont était réclamé depuis des mois par la population et le gouvernement avait pleinement conscience de la nécessité de le construire. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTV. Merci de votre aimable attention à votre petit écran. Excellente fête de l'Ascension à toutes et à tous.